Salut à tous, c'est Tonio pour la chaîne Alp Fishing. J'espère que vous allez bien, que votre ouverture s'est bien passée. Avant de commencer, je tenais d'abord à vous dire un immense merci, parce que j'approche les 500 abonnés en à peine 2 mois. Donc, continuez à me suivre, continuez à vous abonner ici, en bas à droite, parce que c'est vraiment motivant de créer du contenu pour des pêcheurs qui sont vraiment intéressés par les techniques que je présente, que ce soit la pêche au toc, que ce soit la pêche du Corégon, et on va en parler très bientôt, c'est promis, la pêche à la mouche, la pêche en lac de montagne, la pêche à la traîne en grand lac, etc. Alors, à l'origine, je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais sur ma série pêche au toc, j'ai eu un nombre incalculable de questions. Donc des choses que j'avais fait qu'effleurer, ou qui me semblaient évidentes, des choses où je me disais, bon, ça ne va pas les intéresser, donc j'en parle pas, et même des sujets auxquels j'avais carrément pas pensé, donc je me suis dit, plutôt que de répondre individuellement, ce que je fais malgré tout, parce que je réponds à tous les commentaires, mais je me suis dit que j'allais prendre toutes ces questions et y répondre en vidéo pour que ça profite à tout le monde. Donc j'intitule cette vidéo, entre guillemets, pêche au toc niveau 2, parce que on aborde quelques questions débutants, bien sûr, à laquelle je vais répondre, mais également des questions qui proviennent de pêcheurs un peu plus avancés, sur des notions qui sont véritablement capitales si vous souhaitez progresser. Donc, c'est parti! Avant de commencer, si vous n'avez pas vu la série de vidéos consacrées à la pêche au toc, qui parle de matériel, de montage, de plombée, de dérive, vous pouvez les retrouver dans la playlist que j'ai créée sur la chaîne. Vous retrouverez tout ça également sur le site alp-fishing.fr. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook, sur Instagram, même si j'avoue que j'ai un peu de mal à tout mettre à jour. Si vous êtes présent, si vous m'envoyez des messages, si vous effectuez des partages, merci pour les partages, si vous me laissez des commentaires, etc., évidemment, j'y serai. Donc, je vous propose tout de suite de démarrer avec une première question qui m'a été posée à plusieurs reprises sur le choix de la canne. Pour faire simple, c'est vrai que quand on est pêcheur débutant, généralement, on essaye de faire avec le matériel dont on dispose. Alors, voilà ce que nous dit Jean-François. J'ai commencé sur un ruisseau d'environ 1 mètre de large, défendu par une multitude de branches et surtout pas la bonne canne. Canne L en 2,8 grammes, 1,80 m de long. Il a fallu que je me mette presque à plat ventre pour approcher en toute discrétion. Une canne télescopique m'aurait facilité la vie. Heureusement, il ne neigeait pas trop. Et j'ai une question dans le même registre. Cette fois-ci, c'est Benoît qui me demande « J'ai une canne de 3,50 m, 40-80 grammes, est-ce que ça peut convenir ?» Donc, pourquoi ça ne va pas? Une canne au toc, c'est une canne longue, autour de 4 mètres. Pourquoi? Parce qu'on va devoir conduire sa ligne en la tenant le plus possible à la verticale de son fil. Donc clairement, dans le cas de Jean-François, 1,80 m, c'est carrément trop court. C'est un lancer léger, c'est pour pêcher à la cuillère ou au petit leurre souple, mais au toc, c'est juste impossible, sauf à se mettre à plat ventre pour ne pas être vu, et encore. Pour le cas de Benoît, 3,50 m, c'est mieux, mais cette fois, c'est le grammage et le nombre d'anneaux qui va poser problème. Pourquoi? Le grammage, ça indique le poids que vous pouvez lancer, c'est inscrit sur votre canne à pêche. 40-80 grammes, c'est une canne pour pêcher le brochet, avec de gros vifs, avec des plombs lourds, avec de gros leurres, mais au toc, pour lancer une petite plombée d'1 ou 2 grammes, vous allez lancer devant vos pieds. Une canne toc, c'est étudié pour qu'en lançant un appât de 1 ou 2 grammes, le fil glisse dans vos anneaux. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir beaucoup d'anneaux sur votre canne. Plus vous avez d'anneaux, plus votre fil va glisser au lancer. À la limite, avec une canne typée comme celle de Benoît, vous pourrez toujours pêcher dans une grosse vasque en contrebas avec une grosse plombée, c'est ce qu'on appelle pêcher sous la canne. Mais dès lors que vous devrez faire des dérives, comme on le peut voir dans ma dernière vidéo qui s'affiche en haut de l'écran, jamais votre fil ne glissera dans les anneaux. Et donc vous aurez un contrôle très limité, voire aucun contrôle sur votre profondeur de pêche. Donc je comprends parfaitement la problématique. Quand on débute, on aimerait pouvoir utiliser la canne qu'on a, c'est normal. Mais si vous voulez progresser, prendre du poisson, achetez une canne au toc. Une canne au toc, c'est un méga classique, c'est pas la ruine.
ça vous coûtera 50, 100 euros, et franchement, ça vous changera la vie. Alors, pas mal de questions sur les moulinets également, avec cette fois des questions un peu plus techniques. Voici ce que nous dit Louise B. Tu pourrais m'en dire davantage sur ton moulinet mouche adapté pour le toc et la soie? Et Jean-François ajoute même, elle sert à quoi l'espèce de gâchette à l'avant du moulinet? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de ce moulinet. C'est un moulinet qui est destiné à la pêche à la mouche. Il est fabriqué par la firme italienne Franco Vivarelli. C'est un moulinet semi-automatique. Ça veut dire qu'on tire sur le fil, comme ça, pour sortir le fil ou la soie dans le cas de la pêche à la mouche. Et pour rembobiner, on met un coup de gâchette comme ça, et ça rembobine. Alors, pourquoi et comment on l'utilise pour la pêche au toc? Eh bien, tout simplement, pourquoi? Parce qu'on peut facilement sortir du fil quand on en a besoin, pour lancer, pour ajuster sa profondeur de pêche. Et dans le cas où on a trop de fil déroulé, pendant la dérive, c'est super simple, un coup de gâchette pour rembobiner, et voilà. Et comment? Alors ça pose un problème. Ben oui, parce que le comment, à la base, ce moulinet, il est fourni avec une bobine mouche que voici. Cette bobine mouche, elle est destinée à accueillir une soie, comme on le voit ici. Et alors on pourrait toujours mettre un fil de 14 centièmes, comme celui qu'on utilise pour le toc. Ça voudrait dire avoir une deuxième bobine, pour ne pas démonter à chaque fois. Mais il y a un autre souci, c'est que le moyeu de la bobine, là qu'on devine ici, il a un diamètre qui est très faible. Ce moyeu, on en parle de l'arbor chez les Anglais. Donc là, c'est un petit diamètre. Ça veut dire que votre fil, il va devoir s'enrouler, avoir une longueur de fil inutilisée qui va être énorme, ou alors mettre un backing qui en plus risque de faire des tours très serrés. Donc sur le long terme, ça veut dire qu'il va y avoir un effet mémoire et que ça risque d'entraîner le vrillage de votre fil. Donc certains modifient cette bobine d'origine en y ajoutant ici une bande de liège autour du moyeu, mais il y a aussi quelques fabricants comme le suisse Peu ou l'espagnol Lucky Burr qui ont développé des bobines adaptables à destination des pêcheurs de toc. Donc côté suisse, on a la bobine Peu Revival Toc qui coûte 67 € de mémoire, sans la manivelle, ça c'est en supplément. Et puis chez les Espagnols, il y avait cette bobine, voilà, cette bobine qui est produite par Lucky Burr, que j'ai moi, mais qui apparemment n'est plus produite, bien qu'elle a été adoptée largement par de nombreux pêcheurs de toc. Donc cette bobine, à quoi elle ressemble? Ben, en réalité, on voit qu'elle a un diamètre qui est bien plus important, un diamètre intérieur. Elle est également équipée d'une petite manivelle et également d'un petit système bloqueur de fil. Alors même si cette bobine n'est plus produite, on peut encore la trouver sans doute chez certains détaillants. Si vous avez des bons plans, je vous invite d'ailleurs à les indiquer en commentaire. On trouve toujours produite la bobine Peu, évidemment, et il y a des bobines chez Lucky Burr qui sont destinées à la nymphe au toc, dont on reparlera un petit peu plus tard dans la saison quand j'évoquerai cette technique. Autre question qui découle de la précédente, toujours de Louise B. Concernant l'utilisation au toc de ton Vivarelli, as-tu positionné un anneau ou autre dispositif afin de guider le fil et éviter qu'il ne s'accroche sur les parties extérieures du moulinet? Alors, là ça devient technique. C'est vrai qu'avec le Vivarelli de base, le fil a tendance à venir se prendre dans la partie inférieure qui se trouve ici. Donc pour éviter ça, on va plutôt sortir le fil sur la partie avant, ici. Mais pour éviter tout coincement de notre fil, on a deux solutions. La méthode lourde qui consiste à venir fixer en plus un petit anneau de canne, comme celui-ci, un monopathe, le venir fixer à l'avant. Alors c'est la méthode 1, c'est la méthode lourde, parce que finalement c'est une méthode qui est quasiment définitive, parce que cet anneau, on va venir le coller avec du vernis. C'est la méthode qui est utilisée par Dipteria 31 ou par Toc Passion. Toc Passion, c'est une société qui propose des Vivarelli modifiés spécialement pour le toc, avec une bobine liège et un anneau collé sur le moulinet. Pour ma part, j'ai choisi ce que j'appelle la méthode douce, autrement dit ce petit guide-fil bleu-vert là qu'on voit à l'avant, qui est amovible et qui vient se positionner au niveau de l'ouverture avant. Donc j'ai jamais eu aucun souci de coincement avec ce matériel. Pour info, c'est un matériel qui coûte autour d'une quinzaine d'euros. Allez, on continue avec des questions moulinet. Cette fois-ci,
Une question sur toujours de blocage de fil, mais cette fois-ci dans les engrenages, sur des références Garbolino et Peerless-BAM Ritma 72. Romain nous demande: j'ai un moulinet Garbolino TR75 où le fil se prend dans le mécanisme au moins une fois par session. Je pensais me prendre un Ritma, mais j'ai vu des commentaires qui disent la même chose que ce qui m'arrive. J'ai entendu dire qu'apparemment, si on le remplit de nylon 20 centièmes, le problème est réglé, mais bon, 20 centièmes, ça fait beaucoup, non? Eh oui, ça fait beaucoup. Et puis on a une question de Julien. Julien qui me demande un conseil, plutôt moulinet Ritma 73 ou Garbolino CTR 65. Alors, je ne connais pas précisément tous les modèles cités, malheureusement, donc je vais éviter de dire des bêtises, mais moi je vais vous parler du Ritma 72, celui que j'utilise, parce qu'il va nous permettre de répondre à toutes ces questions. À l'origine, le Ritma était fourni donc avec cette bobine, qui est entourée d'un jonc qu'on appelle le jonc chenille, de couleur verte, chenille parce que c'est une sorte de petit velours. Et puis un jour, eh bien, miracle des avancées technologiques, Peerless-BAM a changé la bobine de son moulinet pour nous proposer cette bobine-là, de couleur rouge, avec cette fois-ci un jonc plastique. Et cette bobine, elle a suscité pas mal de critiques parce qu'elle provoquait un problème avec le fil qui venait se prendre dans les engrenages qu'on trouve ici. Alors, fort heureusement, on trouve encore les bobines vertes, les bobines originales, notamment sur le site de Peerless-BAM, et pas mal de pêcheurs au TOC, dont moi, ont acquis ce moulinet. Donc c'est vrai que si vous avez une bobine rouge et que vous avez des problèmes de fil qui part dans les engrenages, c'est une info qui pourra peut-être vous intéresser. Pour en revenir au problème de Romain, on peut voir sur les images du Garbolino TR75 qu'il semble bien équipé d'un jonc chenille, c'est le cercle gris là qu'on voit autour de la bobine. C'est censé réduire ce problème de fil qui part dans les engrenages. Donc au-delà de la bobine, au-delà du matériel lui-même, on va parler de technique. Ce qui est important également, lors du rembobinage, c'est de s'assurer que son fil soit tendu. Parce que rembobiner un fil complètement détendu comme ça veut dire qu'il ne va pas venir se coller sur l'axe de la bobine et il y a beaucoup plus de risques d'aller se coincer dans les engrenages. Alors que simplement en levant la canne, ce qui tend le fil, voire en prenant son fil ici contre la poignée ou le blanc, ou encore en le prenant ici entre deux doigts, on réduit instantanément ce problème. Alors moi je vous invite à me faire un petit retour à l'occasion si vous avez souci et si cette astuce vous permet ou pas de le régler. Ça risque d'être un peu contraignant au départ, c'est un changement d'habitude, mais franchement, on s'y fait vite, c'est juste une petite gymnastique à intégrer, et logiquement, vous ne devriez plus avoir ce problème de fil qui se bloque dans les engrenages. Allez, on parle de montage maintenant avec une question qui est revenue à plusieurs reprises. Thierry et Pierre m'ont demandé pourquoi je ne mettais pas d'émerillon à la jonction entre le corps de ligne et le bas de ligne. Alors, on peut mettre un émerillon, mais ça dépend du type de rivière, du type de matériel que vous utilisez. Typiquement, sur une grande rivière, quand on pêche avec un moulinet à tambour fixe de ce type-là, on va généralement avoir une action de lancer. Ensuite, on va avoir un suivi de la dérive et en aval, on va rembobiner avec notre moulinet en fin de courant. Le fait qu'on rembobine à contre-courant, ça va faire tournoyer notre appât, spécialement les teignes, et ça va donc créer un vrillage de notre fil. Le tout avec un moulinet à tambour fixe qui lui aussi a tendance à vriller le fil. Donc dans ce cas particulier, oui, on peut mettre un émerillon. Pour ma part, je pêche principalement en rivière de montagne, relativement étroite, avec un moulinet à tambour tournant et des distances qui sont assez courtes, donc je n'ai pas ce problème de vrillage. Pour ramener mon appât, j'ai juste à lever la canne, à tirer un peu mon fil avec la main libre, et je renvoie directement, sans même toucher à mon moulinet. A contrario, pour moi, un émerillon, c'est un risque d'accroche supplémentaire. Un risque de casse également, et c'est aussi, au niveau de la plombée, un parasite en termes de poids. Sur des pêches très fines, à l'étiage ou en eau très claire par exemple, il peut m'arriver de remplacer mon nœud boucle dans boucle, dont je vous ai parlé la dernière fois, par un nœud type baril pour gagner en discrétion, mais c'est extrêmement rare. Et en tout cas, jamais d'émerillon sur la pêche au TOC en ce qui me concerne. Alors j'ai quelques questions également sur le Rigoletto. Tout d'abord Benoît qui a eu des soucis avec
les rigolettos qui sont fixés sur une petite boucle métallique. Voilà, il a eu du mal à l'installer. Alors c'est vrai que ce n'est pas le modèle à bâtonnet que j'utilise, mais ça reste assez simple à installer, hein. Il suffit de prendre son fil et de venir le passer à travers la petite boucle métallique. Voilà. Et une fois qu'il est passé à travers la petite boucle métallique, on prend notre guide fil et on vient le glisser sur notre fil. Voilà, il suffit d'enlever la boucle du fil et c'est tout. Moi, je n'utilise pas ce type de guide fil parce qu'une fois qu'il est installé, il n'est pas réutilisable, contrairement au petit modèle avec bâtonnet. Alors on a Mathias également qui demande je voulais savoir combien tu mets ton rigoletto par rapport à l'hameçon, car j'ai tendance à ne pêcher qu'en raclant le fond. Comment fais-tu pour le mettre entre deux eaux? Alors, je vous renvoie à la vidéo Réussir son montage et sa plombée TOC, dont le lien devrait s'afficher ici. Ensuite, moi le rigoletto, je le positionne évidemment sur le corps de ligne, dans une fourchette moyenne qui varie entre 60 cm et 1 mètre de l'hameçon. Ce qu'il faut savoir, c'est que pêcher avec un rigoletto, ça ne signifie pas forcément qu'on est toujours à ras de l'eau. Voilà. Il est parfois bien au-dessus et il est parfois même sous l'eau. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le rigoletto, c'est un indicateur, c'est une aide pour estimer à quelle profondeur évolue votre appât. S'il est à 60 cm et qu'il dépasse de 10 cm, vous savez que globalement, votre bas de ligne, il est à une cinquantaine de centimètres sous la surface. Si vous accrochez, eh bien, relevez tout simplement un petit peu votre montage, soit la canne, soit la main qui tient le fil, et interrogez-vous peut-être aussi sur la plombée qui est peut-être trop lourde. Alors, la plombée, justement, j'ai eu plein de questions. Pascal, tout d'abord, qui demande « Ça aurait été parfait si vous aviez donné les tailles de plomb. Le plomb de touche, c'est un numéro 5 environ ?» Voilà. Et une autre question de Steph. Comment vous faites pour sélectionner la grosseur des plombs de touche? Et enfin, Pierre-Marie, une petite question. Quelle est la taille des plombs utilisés pour les plombées légères et lourdes? Alors, à vrai dire, pour le plomb de touche, je fais ça à l'œil, avec une petite taille, généralement une taille 6, 0,12 g de mémoire, mais en réalité, les montages que je présente dans ma vidéo sur la plombée, c'est avant tout à adapter à sa rivière. L'important, ce n'est pas la taille des plombs que moi j'utilise, mais c'est bien de comprendre le principe. Le principe, c'est quoi? C'est que le poids total et le nombre de plombs, il va être adapté à la rivière, à la profondeur, au courant. On ne pêche pas la même chose en ruisseau ou en grande rivière. Donc selon votre rivière, vous allez alourdir ou augmenter le nombre de plombs. Deuxième principe, la plombée, elle doit être dégressive en taille à mesure que l'on se rapproche de l'hameçon, avec des plombs qui vont être de plus en plus petits. La plombée, elle va être aussi plus ou moins groupée ou étalée pour, à poids égal, être capable de s'adapter à la force du courant et à la profondeur du poste. En deux mots, une plombée étalée va davantage s'étirer dans le courant pour pêcher les courants faibles et les postes peu profonds. Tandis qu'une plombée groupée va descendre plus rapidement dans des situations où le courant est fort et où le poste est profond. En règle générale, je débute une session de pêche avec une plombée assez légère que je vais alourdir ou dont je vais modifier la répartition en cours de session si nécessaire. C'est toujours plus facile d'ajouter des plombs que d'en enlever. Alors, question technique maintenant, avec Mathias qui demande « Quand je cherche à pêcher sur la berge d'en face, sur des ruisseaux de peut-être 3 ou 4 mètres de large, si je relève mon appât, celui-ci reviendra vers moi, non ?» Et une autre question de Julien qui est liée à la première. Le problème, c'est que mon hameçon s'accroche beaucoup au fond. Alors, pourquoi les deux questions sont liées et pourquoi elles sont intéressantes? Eh bien parce qu'elles touchent à la coordination des deux mains à la pêche au toc. Imaginez que vous ayez votre appât sur la rive d'en face, effectivement. Si vous tirez sur votre fil, votre appât va avoir tendance à revenir vers vous. Mais c'est sans compter sur le courant parce que généralement, en parallèle, il va être emporté par le courant. Donc le résultat, c'est que si votre fil est tendu, l'appât va tout en descendant revenir progressivement de votre côté sur votre rive. Alors comment on fait? C'est là qu'intervient la deuxième main. Au moment où l'appât part dans le courant, il ne faut surtout pas le brider. Il va falloir faire ce qu'on appelle rendre du fil.
La difficulté, c'est de rendre juste ce qu'il faut pour que l'appât reste toujours à la même profondeur par rapport au fond. Et c'est là qu'il va falloir vous coordonner entre la main qui tient la canne, celle qui porte l'appât, le plus possible dans la direction de votre guide-fil, et la seconde main qui prend du fil en début de dérive. C'est le problème de Julien quand il dit « mon hameçon s'accroche beaucoup au fond ». Dans ce cas, il faut remonter la canne, reprendre du fil pour décoller l'appât du fond. Et cette deuxième main, une fois que l'appât aura atteint la zone aval, elle va devoir rendre du fil pour éviter cette fois de le brider et pour qu'il puisse rester dans la veine d'eau. D'où l'intérêt. J'en reviens à la toute première question sur le choix de la canne. À avoir une très bonne glisse dans les anneaux. Si votre canne n'est pas adaptée, si vous n'avez pas une très bonne glisse dans les anneaux, c'est typiquement le genre d'ajustement permanent que vous ne pourrez pas réaliser. Résultat, vous aurez des lancers compliqués, vous allez lancer devant vos pieds, vous aurez des accroches sur le fond régulièrement, vous aurez des dérives qui ne sont pas naturelles. Au final, vous allez faire 3 truites dans la matinée, là où un pêcheur un peu averti va en faire 20. Allez, une petite astuce classique pour finir, c'est Matt Pêche qui nous la signale. Vous auriez pu aussi montrer la prise de fil au-dessus des premiers anneaux pour encore gagner de la longe sur le lancer. Eh ben ouais, évidemment, merci Matt. C'est un grand classique, hein, quand je vous ai montré la vidéo maîtriser son lancer et sa dérive, dont le lien s'affiche en haut. Je vous ai montré la technique du lancer traction, où on vient prendre avec la seconde main le fil en sortie de moulinet pour venir donner une impulsion, une tirée au moment du lancer, et donc accroître sa distance de lancer. Mais on peut même, plutôt que de prendre le fil entre la sortie du moulinet et le premier anneau, on peut venir le chercher également plus haut, ici. Voilà, ça va augmenter encore la puissance du lancer, hein, et ça va augmenter également la longueur du fil disponible. Voilà. On pourrait même imaginer aller le chercher encore plus loin, entre les anneaux 2 et 3, mais là ça devient un petit peu sportif, on risque de perdre en précision. Moi, dans tous les cas, c'est une méthode que j'utilise très souvent, dès que je dois lancer loin. Si jamais vous ne connaissiez pas, je vous encourage évidemment à l'essayer, vous verrez que c'est une hyper bonne astuce. Merci Matt. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se quitte avec quelques images du week-end dernier pour une petite pêche à la mouche, en sèche, pas moins 2 degrés, sous la neige. Autant vous dire que je n'ai pas fait de miracle, mais bon, ça vous prépare un petit peu à ce qui s'annonce sur la chaîne dans les semaines qui viennent. Allez, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt sur Alpfishing. Ciao!